En Corée du Sud, on ne badine pas avec la culture. Plus de 300 objets et monuments sont classés trésors nationaux. Une dizaine de sites font même partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Découvrez avec moi quelques-uns des éléments les plus emblématiques de l'histoire de la Corée du Sud. Transport, infrastructures, services, tout se développe à grande vitesse en Corée du Sud. En quelques décennies, le pays a su se hisser au rang de 11e puissance mondiale. Les Coréens sont tournés vers le futur, mais le passé garde une place importante dans leur vie. Plus de 300 vestiges historiques sont élevés au rang de trésors nationaux. À Séoul, on peut en admirer certains au musée du Palais national de Corée, dans le district de Gyeongno. Plus de 20 000 reliques royales y sont exposées. Chaque galerie se focalise sur une époque ou un thème particulier. Ici, les tissus et l'art de l'emballage. Là, les tenues traditionnelles et les coiffes. Parmi toutes les pièces du musée, la salle de visionnement retient mon attention, ou devrais-je plutôt dire mon temps. Difficile de ne pas se laisser remporter par la zénitude ambiante. C'est une pause agréable après plusieurs heures de visite. Si vous avez un petit creux, le restaurant du musée propose des plats façon palais. Soupe de courge, bibimbap au bœuf et légumes, kimchi. Les couverts dorés ajoutent un certain raffinement au repas. Le restaurant sert aussi des desserts traditionnels, comme le sukkinjolmi. C'est une pâte gluante à base de farine de riz, plutôt difficile à mastiquer d'ailleurs. La délicate tisane aux fleurs de chrysanthème accompagne le tout à merveille. Ma visite s'achève avec un détour par la boutique souvenir. Lanternes, cartes postales, couverts en argent, on y trouve de tout. Certains articles coûtent très cher, mais on peut aussi y dénicher quelques souvenirs originaux à prix abordable. Face au musée national, le palais de Gyeongbok, signifiant béni des cieux en coréen. C'est le plus ancien et le plus grand des 5 palais de Séoul. Le roi Taejong le fait construire en 1395, mais le bâtiment est ensuite détruit à 2 reprises. Des efforts de restauration durable ne commenceront que dans les années 90. Certaines parties du palais sont toujours en chantier, mais Gyeongbokgung a maintenant retrouvé la majeure partie de sa splendeur originelle. À l'intérieur du palais, on trouve aussi le musée folklorique de Séoul. Il est fondé en 1945. Ce musée nous transporte dans le quotidien des citoyens lambda à travers les âges. On y découvre les habitations, les commerces et les ustensiles de tous les jours. Les expositions nous plongent dans la culture coréenne, entre croyances populaires, musique et habitudes alimentaires. Certains événements majeurs de la vie y sont même reconstitués grâce à des modèles plus vrais que nature. Non loin de là, se trouvent les palais de Cheongdok et de Cheonggyang, tout aussi imposants que Gyeongbokgung. Cheongdokgung fait d'ailleurs partie du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997. Construit en 1405, ce palais de la vertu prospère est le mieux préservé des quartiers royaux de Séoul. Il a pourtant été brûlé une fois, en 1952, par des citoyens en colère. Cheongdokgung fut la résidence principale de nombreux rois de la dynastie Joseon. Son célèbre jardin secret Hwon attire des dizaines de visiteurs chaque jour. J'en découvre les secrets à travers une visite guidée d'un peu plus d'1 heure. Juste à côté de Cheongdokgung, le palais de Cheonggyang. Il est construit au XVe siècle par le roi Sejong. Ce dernier souhaite alors y loger son père, le roi sortant Taejong. Le palais de la joie florissante a d'ailleurs souvent servi de résidence pour les reines et les concubines. Il a même été transformé en zoo durant l'occupation japonaise, de 1910 à 1945. Cheonggyang est lui aussi détruit par le feu, à 2 reprises.
Il faudra des années de restauration pour raviver le palais, mais le résultat est au rendez-vous. Ici, la nature prime. On peut même y rencontrer des animaux étranges. Alors aujourd'hui, je suis dans le palais de Doksu-gung, un des 5 palais à visiter à Séoul. Le palais de Doksu se distingue par son style hétéroclite. Bâtiments traditionnels et architecture néoclassique s'y côtoient, créant ainsi une étrange harmonie. Ce palais de la longévité vertueuse se situe au coin de l'intersection la plus animée de Séoul. Il fut d'abord la résidence d'un frère du roi Seongjeong au XVe siècle, avant de devenir une résidence royale un siècle plus tard. Le pavillon Jongwon-hon, le premier d'inspiration occidentale, est complété en 1900. Le premier empereur de Corée y passait une grande partie de son temps libre. À l'arrière du bâtiment, des passages secrets. Ils menaient à l'émissaire russe au début du XXe siècle. 3 fois par jour, une cérémonie de relève de la garde se déroule devant le palais. Les couleurs vives des uniformes contrastent avec la rigueur de la cérémonie. Doksu-gung possède aussi un centre d'art. Des expositions originales s'y tiennent tout au long de l'année. Dans tous les palais, des motifs aux couleurs vives ornent les structures en bois. L'agencement de bleu, rouge, jaune, blanc et noir, ça se nomme Donchang. Le Donchang orne souvent les bâtiments d'architecture traditionnelle dans tout le pays. Grâce à cette couche de peinture colorée, le bois est protégé des intempéries et des insectes. Les motifs varient selon l'usage que l'on fait du bâtiment. Certains symboles protégeraient même du feu et des esprits maléfiques, selon la croyance populaire. Les palais de Séoul sont accessibles au grand public. Une entrée simple coûte seulement 1000 won, soit un peu moins de 2 $ canadiens. Vous pouvez aussi vous procurer un combo à près de 10 $ et vous donnera accès aux 4 palais principaux et au sanctuaire de Jongmyo. Mais il existe un autre moyen simple et amusant de visiter gratuitement les palais, s'habiller en hanbok, le vêtement traditionnel coréen. Les boutiques de location pullulent près des sites historiques. On peut même y louer un hanbok et des accessoires pour quelques heures. Je tente l'expérience au palais de Changyang. Alors je continue ma visite du palais Changyang-gung et je trouve qu'avec un hanbok, ça crée toute une autre dynamique en fait. J'ai déjà visité plusieurs palais, mais là j'ai vraiment l'impression d'être à l'époque où les rois, les empereurs vivaient dans cet endroit. Et je sais pas, ça donne une sensation paisible et je crois que c'est une bonne expérience à essayer quand on vient visiter des palais à Séoul. Au moins une fois, parce que c'est clair que visiter 4 palais avec un habit aussi chaud, je crois que c'est pas très agréable, mais au moins un, ça donne vraiment une vraie immersion dans le patrimoine coréen. Se promener en hanbok est prisé des touristes, mais aussi des Coréens, car de nos jours, cet habit se fait rare dans les rues de Séoul. Certains en portent encore lors d'occasions spéciales, comme les mariages ou les cérémonies religieuses, mais même là, les hanboks sont souvent délaissés au profit de vêtements plus modernes. Le hanbok fait pourtant partie du décor depuis des millénaires. Il se décline sous une multitude de couleurs, motifs et textures. Ses versions masculines et féminines sont d'ailleurs assez similaires. Autrefois, les couleurs pâles et la soie étaient réservées aux aristocrates. Le peuple se contentait de hanboks aux couleurs discrètes, en chanvre ou en coton. Ces codes vestimentaires permettaient de distinguer le rang social d'une personne au premier coup d'œil. Outre les palais, d'autres entités sont garantes de la mémoire du pays. Dans le très moderne quartier de Dongdaemun, c'est la muraille et sa porte Hunginjimun qui jouent ce rôle. Ce mur allant jusqu'à 8 mètres de haut est construit par le roi Taejo à la fin du XIVe siècle. Le fondateur de la dynastie Joseon souhaitait ainsi protéger sa nouvelle capitale Hanyang, l'actuelle Séoul. La structure s'étalait alors sur plus de 18 km, elle encerclait toute la ville. Aujourd'hui, 12 km de murailles et 6 des 8 portes sont toujours intactes. Le contraste avec le paysage urbain alentour est saisissant. À Séoul, l'architecture traditionnelle se retrouve même dans certains quartiers résidentiels. C'est le cas du village de Bukchon, non loin de la station de métro Hangguk. Ici, l'atmosphère est chaleureuse et conviviale.
parmi les centaines de maisons traditionnelles appelées hanok en coréen. Certaines bâtisses se sont converties en maisons d'hôtes. Les visiteurs peuvent y expérimenter les joies du dodo à même le sol. Je décide de faire le test. Je passe une nuit dans un hanok pour environ 70 $ canadiens. La nuit dernière, j'ai dormi dans le hanok, donc cette maison traditionnelle coréenne. On dort par terre avec un espèce de petit un drap un peu matelassé et une couverture. Et c'est vrai que c'est un peu difficile de dormir par terre quand on n'est pas habitué, mais j'ai quand même plutôt bien dormi. Et puis ça a été un peu modernisé cette pièce parce qu'il y a une climatisation et il y a beaucoup de lumière quand même. Les salles de bain sont assez modernes, style coréen quand même, parce que la douche et la cuvette ne sont pas délimitées par quoi que ce soit. Mais c'est une bonne expérience dans ce hanok avec surtout les portes en papier de riz. L'hôte était très agréable et puis c'est assez intéressant de vivre cette expérience traditionnelle en Corée du Sud. Voilà, c'est la fin de ma promenade dans l'histoire de la Corée. À travers ses palais, ses musées et son architecture, Séoul a su incorporer son passé dans une réalité ultra moderne. Les Coréens semblent dévoués à préserver leur patrimoine, comme si l'avenir du pays se cachait dans son histoire.